Et Raquel Garrido, notre invitée politique ce soir, députée sortante, la France Insoumise. Accord qui a donc été trouvé à gauche. Qu'est-ce que vous faites de toutes vos divergences de programme? Eh bien, tout ça, c'est balayé? D'abord, je voudrais vous manifester ce que je viens de vivre ce soir à Bobigny, où j'étais dans un événement de lancement de campagne avec plus de 300 personnes qui étaient vraiment dans un état d'émotion très forte au moment où, en cours de réunion publique, j'ai annoncé que l'accord était scellé. Vous ne pouvez pas imaginer l'angoisse dans laquelle sont plongés nos compatriotes depuis cette dissolution, depuis en réalité les élections européennes avec ce résultat de l'extrême droite, depuis ce comportement à la fois du président, mais aussi ces images là de Ciotti, etc. Enfin, il y a une espèce d'état de déliquescence à la tête de l'État et les gens se disent mais qui nous gouverne, vers quel sein se vouer? Et là, le fait qu'au moins ce nouveau front de gauche se soit cristallisé. Et on parlera, je sais, vous me ferez parler des difficultés, tout ça, il n'y a pas de souci. Et on en parle, et il faut en parler, c'est normal, puisque c'est un projet de gouvernement. Donc, puisqu'on parle de choses sérieuses et l'idée, c'est que ce soit nous qui soyons au gouvernement dans 3 semaines. Donc, il faudra trouver. Mais je vais commencer par marquer. Il faut quand même marquer le moment historique de bonheur, de soulagement et de combativité qui existe dans notre pays. Et on vous a entendu sur ce point-là, sur précisément les difficultés, il y en a plusieurs, on va les égrener, la question de l'incarnation, la question aussi de ceux qui vont porter les couleurs de ce Front populaire dans les 577 circonscriptions de France, mais d'abord donc sur les différences de fond qui existent entre ceux qui ont noué un accord. Sur le Proche-Orient, entre ceux qui refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, certains autour de Jean-Luc Mélenchon, vous-même pour le coup vous ne faisiez pas partie de celles et ceux qui refusaient de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, ça, oublié, c'est bon? Je pense que c'est surmonté. Je pense qu'aucune... C'est-à-dire... Ce n'est pas, à mon avis, honnête de considérer que les choses sont oubliées. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie politique. Ouais. Les désaccords s'administrent. Donc se surmontent. Il n'y a pas quelque chose... éventuellement disparaissent si on s'aperçoit qu'en fait il y avait malentendu. Mais il n'y a pas quelque chose, Raquel Garrido, existentiel, le mot est un peu fort, mais en tout cas là on est sur des éléments qui depuis le 7 octobre sont apparus comme un débat de valeurs. D'ailleurs vous avez, François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, eu des mots très forts sur notamment la façon dont une partie de la France insoumise s'était fourvoyée quant aux mots qu'ils utilisaient sur le 7 octobre. Comprenez que ceux qui nous regardent là, et d'ailleurs les socialistes également, ont critiqué les communistes. Moi je me souviens de Léon Desfontaines, tête de liste communiste, qui disait que la France insoumise avait souillé le combat du peuple palestinien. Comprenez peut-être que ceux qui nous regardent se disent, au fond, quand il est question de postes et d'élections et de candidatures, tout ce dont on nous a parlé pendant plusieurs mois n'existe plus. Non, je pense que là, vous vous trompez totalement de diagnostic. Je pense que précisément ce qui contribue à articuler des positions communes sur la situation à Gaza, en Israël, c'est précisément la volonté de la paix en Israël-Palestine. Et donc il y a écrit le Hamas est une organisation terroriste dans cet accord? Je pense que oui, je ne sais pas, j'ai pas vu, pardonnez-moi, je n'ai pas, je suis comme vous, au même niveau d'information que vous, en plus j'arrive de Bobigny. Mais vous l'espérez en tout cas. Mais en plus, j'en ai pas de doute, je n'ai pas de doute sur le fait que ce qui est articulé dans ce programme correspond au centre de gravité de la gauche dans ce pays, qui est quoi? Qui est de dire cessez le feu, reconnaissance de l'État palestinien pour renforcer le projet de la solution à 2 États, fin de la colonisation en Cisjordanie, voilà, j'ai dit déjà cesser le feu, couloir humanitaire, prévention, je ne sais pas si le mot y est, je vais regarder ça avec vous, mais prévention du génocide sur le fondement de la convention de prévention sur le génocide. Il y a tellement de choses qu'on dit ensemble. Libération des otages, et le droit à l'existence d'Israël dans des frontières de sécurité. Toutes ces choses, on les a toujours dites ensemble. Et peut-être qu'il y avait... Je ne doute pas qu'il y ait des vrais désaccords. Et la beauté du geste, c'est justement de pouvoir rassembler des personnes qui bougent, Raquel Garrido. Est-ce que ce sont ceux à la France insoumise qui ont des opinions différentes? Attendez, non mais c'est important de se poser la question de ce soir dans cet accord de qui a bougé. Attendez, d'abord, méthodologiquement, je voudrais que vous compreniez que le gouvernement du nouveau Front populaire n'est par définition
pas un gouvernement monolithique. C'est pas comme le RN où le Premier ministre sera le répétiteur du président. Nous, c'est une autre idée. Nous, on joue la team. On joue la collégialité. Oui, puisqu'il y a un accord. On joue justement l'idée de rompre avec ce côté concentré sur une personne derrière lequel tout le monde doit s'aligner. La beauté de ce que nous réalisons, c'est le fait d'être ensemble, malgré des nuances, mais tout en trouvant des points très concrets qui vont changer le quotidien des Français très rapidement. Et bien sûr, sur la question sociale, qui est le grand sujet, qui est le plus fédérateur. Augmenter les salaires, indexer les salaires sur l'inflation, permettre à des jeunes, tous les étudiants de ce pays, tous les lycéens, lycée agricole, lycée technique, de pouvoir percevoir un revenu de 1 000 € par mois pour étudier, ça change la vie des familles. Et sur la question de l'Ukraine, parce qu'il y a ce contexte international qui est bien là, l'Ukraine, il faut continuer à envoyer des armes, notamment des missiles longue portée. Bien, mais ça sera dans cet accord. Manuel Bompard, vous avez dit ici même, il y a déjà 3 jours, que les formulations proposées par Place Publique et le Parti Socialiste ne posaient pas de difficultés. Donc bon, je sais que là, la mode, ça va être de nous... Comment dire ? Je vais le prendre bien. Je vais dire que vous faites un travail sérieux de recherche sur le programme pour éclairer les Français dans une campagne très courte. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? C'est exactement ça. Mais... Vous l'avez dit comme c'est. Voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours défendu la liberté de la presse et je reconnais l'importance de cet exercice pour éclairer les électrices et les électeurs. Là, c'est le choix, c'est entre nous et le RN qui est pro-Poutine, quoi. Donc, de toute façon, je veux dire, vous pouvez toujours chipoter sur l'Ukraine. En toute hypothèse, le nouveau Front populaire est sur une position qui ne pourra pas être celle du RN, qui est, je veux dire, franchement, historiquement, d'être ami avec la Russie. Et pas celle de Mélenchon il y a quelques années non plus, du coup. Il a corrigé le tir. Non, c'était pas exactement la même. Mais enfin, c'était quand même pas faire de Poutine l'ennemi principal. Donc là, sur l'Ukraine, là, je pense que la latéralité, elle est claire. Mais on a l'impression que c'est moins... Et que du coup, là, vraiment, je pense qu'il faut faire preuve d'une grande mauvaise foi pour essayer de trouver au nouveau Front populaire des noises sur ce sujet de l'Ukraine. Parce que sinon, vous vous retrouverez avec le RN. Mais donc, on a l'impression que vous avez moins surmonté ces difficultés fondamentales que de les avoir mises sous le tapis, voilà, en disant voilà. Pas du tout, parce qu'il y a dans ce groupe que des hommes et des femmes qui sont des politiques chevronnés de conviction. Donc à partir de là, il y a soit des choses, parce que parfois il y a aussi des divisions qui ont été surjouées. Des fois les divisions sont surjouées, d'accord. Parfois les unions aussi. Quand les divisions sont surjouées, ça veut dire qu'il y a des sujets qui en réalité ne divisaient pas tant que ça. Après il y a des sujets sur lesquels on est moins d'accord, et donc la beauté du geste, c'est d'avoir trouvé ces mesures là, ces mesures, notamment les mesures à court terme qui permettent à tout le monde de pouvoir espérer vivre mieux très rapidement, dès cet été, d'avoir des augmentations de revenus. Bon, voilà, je pense que c'est là que réside l'essentiel de ce qui fait du commun en France. Là, le choix que vous allez avoir, c'est entre un gouvernement qui va protéger l'héritage d'Elisabeth Borne, par exemple, sur la réforme des retraites, ou un nouveau gouvernement. Vous n'êtes pas d'accord sur la réforme alternative. Sur la réforme des retraites, vous n'êtes pas d'accord sur la réforme alternative. Vous êtes tous d'accord pour l'abroger, mais une fois qu'on demande quelle réforme des retraites il faut faire, vous n'êtes pas d'accord. C'est faux, Benjamin Duhamel. C'est quoi alors la réforme sur laquelle vous mettez d'accord? La retraite à 60 ans était déjà dans le programme de la NUPES en 2022. Et Olivier Faure et Raphaël Glucksmann ont dit que ce programme ne les engageait plus. Non, mais il n'en demeure pas moins. Vous verrez, la retraite à 60 ans et dans... Ah, mais ça c'est une information, ça. Et comment vous allez la payer? Vous allez augmenter les cotisations? Attendez. Là, encore une fois, je vais prendre vos questions comme de l'intérêt pour éclairer les lecteurs. Les retraites. Mais pardon. Là, vous avez le choix entre... Le choix est simple. Comment vous allez la financer? Pardon. Il y a un proto-gouvernement, Bardella, qui ne supprime pas la réforme Macron. Il l'a dit. Et vous avez... nous a dit tout à l'heure. Oui, d'accord. Donc, pas dans un second temps. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudra attendre. Vous savez, c'est comme Macron qui nous a fait à chaque fois je le ferai quand je serai réélu. Donc là... Oui, mais pourquoi est-ce qu'il a annoncé ça? Pourquoi est-ce qu'il a annoncé ça, vous pensez, Bardella? Parce que peut-être qu'il est déjà... Parce que l'extrême droite, c'est la droite. Et que c'est ça que révèle l'alliance avec Ciotti. L'alliance avec Ciotti. Mais pas du tout. C'est parce que peut-être qu'il se dit. L'extrême droite est un programme, en fait, d'injustice sociale. Peut-être qu'il se dit que ça effraierait les marchés financiers. Ils sont déjà effrayés. S'ils maintenaient ça, non. Et que du coup, la France emprunterait
à des taux plus élevés aurait plus de mal à financer sa dette, qui lui coûterait plus cher. Cette ligne, c'est la ligne. S'il maintenait ce genre de... Vous savez, les retraites, pourquoi est-ce que la droite, Macron, etc., et même Hollande, je crois, a fait une réforme des retraites. Si vous voulez pas revenir sur la loi Macron des retraites, votez Bardella. Mais je dis, les gens qui veulent pouvoir... Pourquoi tous ces gouvernements font des réformes des retraites, Madame Garrido? Ils le font pas par pur sadisme pour martyriser les gens. Ils les font parce que les retraites, ça coûte très cher à financer. C'est financé par quoi? C'est financé par les cotisations des travailleurs. C'est financé par les cotisations sociales. Donc, qu'est-ce que ça, à quoi ça aboutit? Madame Garrido, s'il vous plaît, ne parlez pas toute seule, Madame Garrido. Attendez, s'il vous plaît, c'est inaudible. Là, vous avez fait des tunnels de 45 minutes, donc souffrez qu'il y ait une autre voie. Donc, ça veut dire, vous défendez le programme de Bardella. Allez, c'est désagréable pour les téléspectateurs. Donc, il faut bien que ces cotisations, vous les augmentiez, si vous voulez remettre la retraite à 60 ans, 62 ans. Donc, vous allez augmenter quoi? Le coût du travail. Donc, vous allez baisser quoi? Les salaires pour les gens. Donc, vous pouvez pas en même temps prétendre que vous allez augmenter les salaires et en même temps prendre des mesures qui forcément vont vous amener fatalement à augmenter de manière importante le coût du travail. Alors, donc, il y a des contradictions, ce que vous dites, je suis désolé. Pas du tout. Premièrement, quand vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et notamment, on l'a toujours dit, que si vous augmentiez les femmes pour les mettre au même niveau de salaire que les hommes, vous auriez là une manne de cotisations qui viendrait dans les caisses. Deuxièmement, ce sont les exonérations de cotisations qui appauvrissent nos régimes de sécurité sociale. Et ça vaut pour les retraites, comme ça vaut pour la santé, comme ça vaut pour le chômage, comme ça vaut pour la CAF. Donc, si on arrête les grandes exonérations, eh bien, on aura de l'argent. Parce qu'au final, c'est l'argent des travailleurs. Ce sont nos cotisations. Et en fait, ce qui pose problème depuis des années, et c'est frappant que l'extrême droite, de ce point de vue, soit exactement sur la même ligne que la droite, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, vous avez des gouvernements qui prennent le pouvoir sur la gestion de ces cotisations, qui en fait, c'est juste notre travail. Alors, donc, bien sûr, on a des questions et ça doit payer le fait que dans nos vieux jours, eh bien, on se repose un petit peu. Alors, donc, si vous voulez avoir cette dignité du vieillard, vous voulez pouvoir vous mettre au pied d'un arbre à juste faire rien, regarder le ciel et penser à vos petits-enfants, eh ben, il faut voter Nouveau Front Populaire. Le principe de cette émission, c'est que les téléspectateurs puissent poser directement... Non, parce que pardon, mais... Non, mais attendez, excusez-moi. Non, mais c'est simple, la politique. C'est simple et c'est facile, la politique. Quelqu'un a un Kleenex parce que je suis... Ah, mais ça vous fait beaucoup rire, parce que vous gérez votre temps, parce que vous êtes maître de votre temps. Les gens qui travaillent ne sont pas maîtres de leur temps. Les contrôleurs de la SNCF qui vont partir à la retraite. C'est une bagarre historique de pouvoir avoir la maîtrise de son temps. Et le fait d'avoir transformé les 2 années les plus pénibles d'une carrière d'en avoir ajouté encore 2. Raquel Garrido, votre retraité, il va aller aussi dans un EHPAD, il faudra le financer. Vous dites augmenter les femmes à la hauteur... Ça vous pose un problème, ça? Mais il faudra le financer. Non, mais ça vous pose un problème que les vieux dans les EHPAD ne se soient financés? Ce qui me pose un problème, c'est que vous ne financez pas. Vous dites si on augmente les femmes à la hauteur des hommes, ça crée des cotisations supplémentaires. C'est vrai. Sauf que si vous augmentez par la loi brutalement les femmes dès lundi à la hauteur des hommes, qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises? On va plus embaucher de femmes parce que les entreprises vont vous dire vous mettez ma rentabilité en faillite. Vous voyez les effets pervers de vos promesses. Pardonnez-moi, Barbier. Là, vous venez de dire une énormité. C'est une énormité plus grosse que vous. Les effets pervers de vos promesses font que ça détruit votre programme. En économie, votre but est louable, votre chemin est trop périlleux. Les questions de téléspectateurs. Allez, Zora, qui pose la question suivante, parce que ça interroge beaucoup de monde, les différences de programmes dans cette alliance. Les programmes sont différents, comme par exemple le nucléaire. LFI est contre et les communistes sont pour. Comment allez-vous vous entendre là-dessus ? J'imagine, encore une fois, sous réserve de vérification, j'imagine que c'est en recourant au peuple par référendum. C'est la solution que nous avions trouvée déjà quand nous avions fait des listes communes. Je vous rappelle que vous parlez quand même à des partis politiques qui ont quand même une expérience de travail commun. Et pas seulement dans la NUPES. En ce qui concerne les communistes et les insoumis, c'est aussi à l'époque du Front de gauche. Donc tout ça, ça vient de loin. Et je suis absolument certaine que toutes ces façons d'administrer les désaccords ont été mis au service de l'intérêt général. Un désaccord, soit ça se surmonte,
soit ça se purge, soit ça s'administre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Pro-nucléaire versus vouloir la sortie du nucléaire, pardon, mais vous pouvez dire administrer des désaccords. Oui. Une formule intéressante, mais je vois pas comment, quand on gouverne et qu'on a les choix énergétiques de la France dans les mains, d'être capable de concilier le fait de vouloir davantage d'EPR et de dire il en faut plus. D'abord, en matière énergétique, il y a énormément de choses sur lesquelles il y a accord. Si la question, ensuite, c'est la question du timing de la sortie du nucléaire. Si la question n'est que celle du nucléaire, ça va. Pardon, non, mais je dis pas que c'est un petit sujet. Je dis que c'est pas tout le sujet. C'est la question de l'orientation actuelle du financement. Est-ce qu'on rénove le parc ou alors est-ce qu'on finance sur des modes d'énergie alternative? Tout ça, si au final, il faut demander aux Français par référendum de trancher, c'est quand même une solution. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est comme ça que nous avions fait de Florence. Florence qui dit: comment être certain que ce Front populaire pourrait gouverner avec unité et sans frondeur à la moindre occasion? Écoutez, en vous mobilisant. C'est la mobilisation des syndicats, des jeunes, des internautes qui a poussé et obtenu cet accord. Bien sûr aussi le fait que naturellement les partis de gauche sont alarmés par le risque de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Mais tout ça, ça va ensemble. Vous savez, en toute hypothèse, la démocratie, c'est pas des gouvernants. Mais elle a peur des frondeurs dans cette alliance. Le problème, qu'est-ce que ça veut dire fronde? On ne sait même pas ce que ça veut dire fronde. En l'occurrence, c'est s'il y a des désaccords. Il faut arrêter d'appeler un désaccord une fronde. Un désaccord, ça peut être noble. Mais la question, elle est surtout de savoir si ce gouvernement du nouveau Front populaire aura l'énergie populaire derrière elle pour s'affronter à ce qui vient comme riposte des marchés, riposte des médias qui pour certains seront hostiles, avec, vous savez, toute cette criminalisation qui a été faite de la LFI. Vous allez voir que maintenant ça va être en domino sur tous les autres. Tout le monde va être repeint, peut-être en je ne sais quel anathème. Donc il faudra que les gens soient solides derrière, et c'est la mobilisation qui fait qu'on s'assure que le programme soit. Vous parlez de mobilisation. Je voudrais que vous puissiez dialoguer notamment avec un de vos alliés du soir. Bonsoir François Calfon. Bonsoir. Député européen socialiste, ça va si je dis allié avec Raquel Garrido, ça vous va? Je connais Raquel depuis que j'ai 17 ans, donc vous savez, elle ne m'effraie pas du tout. C'est vrai en plus. Elle est même sympathique. Donc ça va. Voilà, mais je crois que... Attendez, je pose ma question. Mais sinon, dialoguez, allez-y, mais juste ma question. Ça va les enfants, ça va? Très bien, voilà, j'ai créé, il se passe quelque chose là, sur ce plateau. Non mais est-ce que vous pensez pouvoir enfoncer des coins? Mais non, mais... On est des vieux militants. Toujours voir les choses négatives là où il n'y a que des questions sans aucune arrière-pensée, jamais. Voilà. François Calfon, cet accord qui a été signé ce soir, vous étiez sur la liste de Raphaël Glucksmann qui... pendant toute la campagne des européennes, a défendu un cap de clarté en expliquant qu'il serait garant d'une ligne qui romprait avec ce qu'il appelle la brutalisation de la vie politique qu'on voyait notamment à la France Insoumise, sur les questions de l'Ukraine, sur les questions des mots utilisés quant à ce qu'il se passe au Proche-Orient. Et ce soir, vous vous retrouvez tous ensemble. Ça veut dire que tout ce qui a été dit pendant cette campagne des européennes est caduc? Pas du tout. Je crois qu'il y a un texte qui, sur la question de la brutalisation des débats politiques, qui a été largement débattu et de manière approfondie débattu entre les partenaires et correct. Sur la question de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, nous avons tenu à ce qu'il y ait des éléments de vigilance qui soient très forts. Et pour répondre à votre question plus largement, qu'est-ce qui fait que nous signons finalement? Et y compris, moi, je me définis comme un militant social-démocrate, élu en totale cohérence avec la ligne de Raphaël Glucksmann. Là, c'est un esprit de responsabilité face à une situation qui est tout à fait tragique. Rendez-vous compte, ce serait, j'allais dire le retour, mais par la voie démocratique, ce serait l'élection de l'extrême droite aux responsabilités. Donc le cadre démocratique ne serait plus garanti. C'est le sens de cette alliance dont je vous rappelle que ce soir, en connaissance de cause, il ne s'agit pas de nier les désaccords, François Hollande approuve et approuve de manière assez forte, que M. Stéphane Le Foll approuve. Et vous savez, les relations avec les Insoumis sont extrêmement âpres. Je ne dis pas le contraire. Mais enfin, si vous voulez, je m'entends bien avec Mme Garrido, je m'entends moins bien avec d'autres. Ce qui nous guide, c'est l'intérêt du pays. Et l'intérêt du pays, c'est que M. Macron a pulvérisé le débat démocratique et qu'il faut que sur un certain nombre de points, le progrès social, la transition énergétique, le pays ne sorte pas des rails vers une régression Est-ce que François Calfon
Est-ce que c'est pas un peu un coup dur quand même tout ce qui se passe pour Raphaël Glucksmann, qui était sorti, c'était le grand gagnant de ces élections européennes à 13,5%, et là on a un peu l'impression qu'il a disparu des radars. Vous savez, ça c'est les aléas de la vie politique à travers Twitter et les chaînes d'information, même si vous faites un travail remarquable. Moi j'entends ce que les électeurs ont dit, ils étaient contents de retrouver une gauche de gouvernement, une gauche qui quitte la culture du clash, et je crois que cette gauche au Parlement, il y a plus de 170 circonscriptions pour les socialistes, au Parlement sera représentée. Et vous savez, les électeurs sont extrêmement finalement matures, ils sauront qualifier ceux qui à leurs yeux sont... Merci. Bon. Merci beaucoup François Calfon d'avoir réagi donc à cet accord de gauche qui a été noué ce soir. On voit Raquel Garrido juste en bas de cet écran, cette phrase, Ruffin, Mélenchon, qui veut être Premier ministre? Parce que la question pour l'instant sans réponse de cet accord qui a été noué, c'est celle de l'incarnation. Le RN à Jordan Bardella, la majorité, ce qu'on appelle le bloc central, ou ce qu'ils appellent le bloc central à Gabriel Attal, et vous, personne. Oui, je préfère ça comme ça. Ah. Je vais vous le dire très honnêtement, en 5e République, le président de la République peut nommer un passant dans la rue comme Premier ministre, ça c'est la Constitution qui le dit. D'ailleurs, lorsqu'il avait désigné Édouard Philippe en 2017, les électrices et électeurs de Macron n'auraient même pas pu l'imaginer vu qu'à l'époque, Édouard Philippe n'avait même pas fait campagne pour Macron. Il y a 2 ans, vous faisiez campagne sur Jean-Luc Mélenchon, élisez-moi Premier ministre. Oui, et pourquoi? Pas parce que les institutions avaient changé. Parce qu'il y avait la NUPES. Parce qu'il y a non, c'est parce non, parce que sinon c'est pas, on n'aurait pas personnalisé sur une personne. C'est parce qu'il venait d'y avoir une campagne présidentielle et il avait fait 22%. Et notre électorat avait, je vais pas refaire le match, mais avait un sentiment de match, de deuxième match retour, enfin de troisième tour. Il fallait aller chercher cette énergie. C'est pas du tout le cas actuellement. Nous, lui, il dit, je me sens prêt. Hein. Oui, c'est normal. On a plusieurs cartes en main, mais nous, notre carte à nous, c'est la collégialité, c'est le caractère choral. On aurait tort, nous, en avançant sur le moi présidentialiste habituel, d'éliminer le fait que la photo globale, nous sommes une team. Et ça doit être notre éthique nous sommes pour la 6e République. Nous sommes pour la parlementarisation de la vie politique. Donc, moi, je serais pour que le Premier ministre émane directement du Parlement. Je suis pour ce modèle de régime politique. Ça n'est pas le modèle français pour le moment. Bien sûr, nous, le nouveau Front populaire, nous devrons enclencher les mécanismes de révision constitutionnelle pour sortir de la monarchie présidentielle. Mais là, ce que vous nous demandez de faire, en absolument trouver une incarnation qui en plus est fake. Franchement, je vous le dis, Emmanuel Macron, si toutefois c'était l'extrême droite qui était majoritaire, pourrait désigner, je sais pas, Laure Lavalette, Tanguy, Le Pen. Non, comment ça non? Non, parce que si. Comment ça non? Parce que si le groupe d'abord, c'est pas vous qui décidez quand même. Parce que selon la 5e République, si le groupe majoritaire n'est pas d'accord avec le Premier ministre qui est nommé, il y a une motion de censure et dans ce cas-là, le gouvernement est renversé. Et donc il y aurait une motion de censure de l'Assemblée nationale. Vous avez un exemple. On va pas faire de débat constitutionnel. Castex, Édouard Philippe. C'est des gens qui ne procèdent pas du groupe parlementaire. C'était pas des cohabitations. En cohabitation, c'est très difficile. Le texte vous donne raison, mais la pratique montre bien. Alors juste sur Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido. Donc j'ai bien raison de dire qu'on est totalement dans quelque chose qui est contraire à ce qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui. Nous sommes les porteurs de l'idée de 6e République, de parlementarisation. Donc il va falloir, prendre note qu'on a plusieurs personnalités qui sont capables de le faire, ce qui est quand même mieux que l'inverse. Laquelle est la plus capable alors, selon vous? Pourquoi? Mais vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Je suis Madame 6e République dans cette organisation globale. Tout le monde pense à Raquel Garrido. C'est pas moi qui Julie est Madame 5e République ce soir, c'est pour ça. C'est pas moi que vous allez faire plonger dans les trucs d'incarnation et de voilà. Je suis pas d'accord avec ça. Vous n'avez pas peur que ça puisse vous poser un problème au niveau de la communication autour d'une campagne, de casser un peu une dynamique, qu'on ne comprenne pas éventuellement qui est le leader de tout cela et pour qui on vote en vérité? Eh ben non, parce que justement la réponse, il faut qu'on soit porteur d'une contre-culture démocratique. Je reconnais que c'est une contre-culture, c'est disruptif par rapport à la façon de faire de la politique et la façon dont les chroniqueurs politiques, les rubricards politiques analysent la vie. Bon, nous, on est porteurs de cette contre-culture démocratique et notre éthique de cette contre-culture démocratique, c'est de vous dire, le Premier ministre, il sera proposé
pas imposer, tout le monde l'a dit, pas imposer, proposer en fonction des groupes parlementaires. Juste pour que les choses soient très... Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est suffisamment rassembleur dans votre famille politique? Vous êtes fatigant. Pour représenter... Ne parler que de ça. Attendez. Il vous a répondu lui-même qu'il était, il s'en sentait capable. Attendez, donc Raquel Garrido, c'est pas la question. Vous n'avez cessé notamment ces derniers mois d'expliquer qu'il fallait qu'il avait dit en 2022 faites mieux. Donc en fait, vous êtes en train de m'expliquer que là, pour vous, quand on vous dit ce sera Bardella, ça vous satisfait comme réponse? Vous ne cherchez pas plus. Non, mais parce qu'il a été désigné comme tel, ça c'est décidé. Oui, mais alors que chez vous, il y a encore du suspense. Madame, on sait pas. Et si Emmanuel Macron il désigne Marine Le Pen? Mais pourquoi vous prenez pour argent comptant? On vous pose une question sur Jean-Luc Mélenchon et vous répondez sur Jordan Bardella et Marine Le Pen. Vous avez passé 2 ans, Raquel Garrido, à dire Jean-Luc Mélenchon, faites mieux. Et vous repreniez ce fait mieux en disant il faut qu'au fond la France insoumise existe aussi hors de la personne de Jean-Luc Mélenchon. D'où cette question. Et donc, mes vœux sont exaucés, pardonnez-moi, c'est vous qui me ramenez au statu quo ante. Mes vœux sont exaucés vu qu'aujourd'hui... Donc il n'y a pas d'évidence autour de Jean-Luc Mélenchon. Mais la preuve, de toute façon, Benjamin Duhamel, si la France insoumise était entrée dans cette négociation en disant ligne numéro 1, on fait une campagne Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, vous l'auriez su. Et il n'y aurait pas eu d'accord. Et peut-être pas, peut-être que ça aurait été plus difficile. Mais donc, il faut saluer le fait que la France insoumise, elle est intégrée ça. Et le mécanisme, parce qu'on s'en sort avec des mécanismes démocratiques. La clarté, c'est ici. C'est qui décide, comment on décide. C'est ça qui compte. C'est pas quelle est la décision, il faut arrêter cette façon de faire de la politique où on est là comme des petits oiseaux à attendre quelle est la décision, où est la décision. Mais non, le problème c'est pas quelle est la décision, le problème c'est qui décide. Et qui décidera, ce sera les députés qui seront dans l'hémicycle le 8 juillet. Et parmi ces députés, vous souhaitez quand même qu'il y ait Jean-Luc Mélenchon qui se présente, qu'il aille à la bataille avec vous, parmi vous. Oui. Si Jean-Luc Mélenchon souhaite redevenir parlementaire, c'est son droit le plus absolu. Enfin, je vois pas bien comment on pourrait trouver à redire sur ce point. On a une nouvelle question de téléspectatrice. Sophie, le Front populaire peut-il nous expliquer comment budgétairement ils vont augmenter les salaires, les retraites en gardant des finances saines ? Alors, les salaires et les retraites, d'abord, c'est pas les mêmes mécanismes de financement, on est d'accord. C'est-à-dire que les salaires augmentent parce que l'argent que vous produisez comme travailleuse, comme travailleur, il est plus ou moins remis dans l'énergie du travail, dans ceux qui travaillent, ou alors dans les bénéfices, d'accord? Donc, au sein les investissements, mais bon, au sein de chaque entreprise, donc effectivement, quand il y a du travail, de la richesse produite, il faut savoir où ça va. C'est tout l'enjeu des négociations salariales, des grèves actuellement pour les hausses de salaire. Dans un tas de secteurs, par exemple la restauration, où on manque de main-d'œuvre parce que tout simplement les conditions de travail ne sont pas à la hauteur des efforts fournis. Donc ça, c'est comment on augmente les salaires. En faisant grève. Et là, vous allez pouvoir compter sur un gouvernement qui va pousser derrière, qui va aider le mouvement syndical dans les entreprises, dans les branches et puis nationalement à obtenir ces accords de salaire par la loi quand c'est possible, par exemple en augmentant le SMIC ou en indexant les salaires sur l'inflation et aussi en étant dans une philosophie de valorisation du corps intermédiaire que sont les syndicats. J'observe une chose, j'observe que la nouvelle NUPES fait aujourd'hui campagne sur des questions sociales et c'est très intéressant parce que comme ça vous mettez de côté les questions identitaires qui ont pu vous apporter quelques problèmes, notamment au sein de la France insoumise. Est-ce que c'est votre stratégie pour justement contrer le Rassemblement national qui lui marche sur 2 jambes, la question sociale et la question aussi identitaire avec la question de l'immigration que vous souhaitez mettre de côté? Je pense que vous avez tout très bien compris. C'est-à-dire que vous avez en fait dans ce pays des grandes majorités qui se font sur les questions sociales. Je ne parle pas forcément que ça débouche sur des votes politiques pour les partis qui portent ces programmes-là. Mais quand vous posez dans les études les questions aux Français sur leur avis sur les questions de justice sociale, d'égalité, les Français sont quand même très égalitaristes, globalement. Donc, quand vous avez des puissances d'argent qui s'opposent aux Français, à cette culture républicaine, à la grande tradition de la République sociale, bien, ils vont chercher l'extrême droite parce que l'extrême droite divise les gens justement sur d'autres sujets, leur ascendance géographique, leur confession, leur couleur de peau, etc. Donc nous, effectivement, si on veut remettre ces grandes majorités, déjà, il faut aller chercher ce qui fait du commun chez les Français. Et ce qui fait du commun, c'est, voilà, la maman, je l'ai dit déjà ici avant-hier, la maman musulmane,
où qu'elle soit en France, ce qu'elle veut, c'est s'assurer que son frigo il y ait de la nourriture et que l'école publique pour ses enfants elle soit de qualité. Aujourd'hui, les ouvriers et de point veulent de vue, Rassemblement elle est comme national absolument à toutes les mamans 57%. de France. Donc nous, notre travail, c'est que face à cette déferlante séparatiste entre Français qui vient de l'extrême droite, nous, c'est mettre du commun. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas les questions de racisme, de discrimination, d'antisémitisme, etc. Parce que d'abord, elles sont réelles, et deuxièmement, parce qu'elles requièrent de se défendre. Mais c'est vrai aussi qu'en mettant du commun, on peut aller chercher peut-être des votes de ces Français qui peut-être, je ne sais pas, ont été déboussolés. Je veux vraiment surtout pas être méprisante. Je veux être sur le niveau de la conviction en pensant une seule seconde, par exemple, que l'extrême droite pourrait améliorer leur sort. Peut-être qu'ils ont vraiment cru que l'extrême droite allait enlever la réforme des retraites. Justement, maintenant, ils se retrouvent avec la droite de la Côte d'Azur. Une question d'Anouar. Est-ce que ce serait envisageable de faire une coalition avec Renaissance pour faire barrage à la droite? Écoutez, le mieux, je trouve, ce serait quand même qu'on nous donne une majorité forte. Mais il a raison, Anouar, de se poser cette question, parce que ça va poser une difficulté si notre majorité n'est pas assez forte. Et donc, il a bien compris lui aussi, Anouar. Ma réponse, c'est donnez-nous une très forte majorité. Et pour ça, il faut que, voilà, je le dis, vote obligatoire. Vote obligatoire. Pas une voix ne doit nous échapper. Et chez moi, par exemple, où j'ai pu faire des scores très importants avec la campagne Manon Aubry en pourcentage, je le dis, il faut encore aller chercher des voix, une toute dernière question, Raquel Garrido, puisque se posait la question des 577 élections qui vont donc avoir lieu, les 577 circonscriptions. On entendait tout à l'heure sur ce plateau Fabien Roussel dire que ça lui posait un problème d'avoir Adrien Quatennens candidat Front Populaire dans la circonscription du Nord. Est-ce que vous aussi, ça vous pose un problème? Alors, au moment où je vous parle, je n'ai pas connaissance des investitures à la France Insoumise. En toute rigueur, je ne sais même pas si moi-même je suis investie, donc je pars du principe que oui, mais je ne suis pas en mesure de vous dire quelle a été la décision de la France Insoumise. C'est un sortant. Quelconque. C'est un sortant. La logique, c'est qu'on reconduit les sortants. Et donc, est-ce que ça vous pose un problème qu'il soit candidat sous la bannière Front Populaire? Écoutez, moi, je fais, comme tout le monde, l'effort de séquencer les combats. C'est-à-dire qu'il y a un tas de sujets qui se posent à la gauche, comme au pays. La façon dont on lutte contre le racisme ou l'antisémitisme, la façon dont on est capable ou non d'intégrer des personnes racisées dans nos directions politiques, la place des femmes, la façon dont on change de comportement pour que la politique soit un safe place pour les femmes. Bon, et donc ce que je veux dire, c'est que tous ces sujets, qui sont très importants, ils sont plus difficiles à résoudre avec l'extrême droite au pouvoir. Donc je dis à tout le monde, séquençons. D'abord, éliminons l'hypothèse de l'extrême droite. Au fond, c'est plus important de lutter contre l'extrême droite que de se poser la question de l'investiture d'un candidat qui a été condamné pour violence conjugale. Séquencer, ça veut dire mettre sous le tapis. Non, pas du tout. C'est faire plus tard. Allez, non, on n'en parle plus. On en parlera plus tard. Donc, ce sont des... Non, pas plus tard, le 8 juillet. Pas plus tard. C'est quand même après l'élection. Non, mais ça va venir vite. Ça veut dire qu'il sera député. Il sera élu, alors. Non, mais ça, moi, c'est pas ni vous ni moi qui faisons les élections. Je ne sais pas si je serai élu. Je ne sais pas si je serai élu. Aucun des 567 candidats ne sait s'il sera élu. Et Adrien Quatennens, s'il est candidat et s'il est investi, ne sait pas s'il sera élu. Et donc, on n'aura pas de réponse sur ce sujet. C'est les électeurs qui vous donneront la réponse, Benjamin Duhamel. Voilà, mais on n'aura pas de réponse de votre part sur votre souhait. Parce que ça ne relève pas de mon pouvoir. Merci beaucoup, Raquel Garrido.